Début du procès dit de la honte. Quel regard critique sur le déroulé, surtout de la première audience. Nous allons en parler dans cette tranche grand plateau, dans une coprésentation de Floride Zantoto. Bienvenue. Merci. Voilà, avec un seul invité, c'est un juriste d'ailleurs, Monsieur Manix Yenda. Bienvenue. Merci beaucoup Jean-David Kilolo. Voilà, vous avez suivi la première audience avec Dieudonné Kalouba, très autoritaire on peut le dire, la manière de mener les débats. Est-ce que ça vous a convaincu, vous, en tant que juriste et aussi chercheur en droit constitutionnel? Je pense que ce procès, nous l'avons suivi parce qu'il y a eu la retransmission en direct au niveau de la RTNC. Et si j'ai accepté de répondre à ce rendez-vous, au-delà du fait que je sois un acteur politique, je suis aussi un chercheur en droit constitutionnel, juriste de surcroît. Et donc, je suis obligé, effectivement, à porter mon jugement par rapport à ce qui s'est fait sur le plan pratique, par rapport à ce que nous avons vu et entendu, ne serait-ce qu'au niveau de la première partie du procès Matata, la première audience, qui déjà, à l'entame même du procès, a laissé à désirer sur un certain nombre de points qui font l'objet de beaucoup d'encre et beaucoup de salive, surtout dans le réceptacle des hommes et femmes de la doctrine. Il s'agit de la doctrine de droit constitutionnel parce que ça nous divise, surtout en ce qui concerne la posture du juge, le juge de la Cour constitutionnelle, le professeur Dieudonné Kalouba, à qui j'ai beaucoup de respect parce que je reconnais quand même la dextérité intellectuelle, surtout en ce qui concerne la connaissance du droit constitutionnel. Et de l'autre côté, nous avons aussi observé l'attitude du ministère public. Je reviendrai peut-être avec ample détail pour vous démontrer quel a été le comportement du juge, le comportement du ministère public, autant pour le comportement de partis qui étaient là pour représenter le prévenu. Je parle des avocats qui se sont comportés aussi de manière plus particulière qui a retenu notre attention en tant qu'homme scientifique. Mais avant d'y arriver, puisque vous avez suivi également la phase pré-juridictionnelle, alors vous êtes parmi ceux qui estiment que les choses ne se sont pas faites en respectant le droit et qu'il y a eu beaucoup d'irrégularités. Alors qu'est-ce que vous avez relevé comme irrégularité dans cette phase-là? D'abord, il faut se rendre compte que nous sommes devant un procès pénal. Il s'agit d'un ancien président de la République, qui est aujourd'hui, disons, un ancien premier ministre de la République, M. Matata Ponyo, excusez-moi, parce que devant la Cour constitutionnelle, il y a deux personnalités qui sont déférables devant le juge de la Cour constitutionnelle. Deux seulement. Il s'agit à l'occurrence le président de la République, surtout pour des questions pénales. Il s'agit du président de la République en fonction et du Premier ministre en fonction. Mais vous allez vous rendre compte que dans ce procès, on s'est rendu compte qu'il y a eu de vices des procédures déjà au départ. À quel niveau? Le plus ou la plus grande erreur que la Cour a réalisée dans la démarche, et surtout au niveau de la phase préjuridictionnelle, c'est au niveau de la requête ou de la demande du procureur général près la Cour vers le Sénat, parce que c'est au procureur général près la Cour constitutionnelle qui avait demandé la levée des immunités de M. Matata comme sénateur. Alors que tous nous savons que la matière des immunités parlementaires, effectivement, est une matière qui relève justement de l'apanage de la Cour de cassation, qui du reste est le juge naturel de sénateur, comme ayant un statut, c'est comme ça qu'on parle de privilège de juridiction, un statut de celui qui doit être déférable à son juge naturel, qui est donc la Cour de cassation. Mais malheureusement, cette demande-là a été faite par le procureur général près la Cour constitutionnelle. Ça, c'est la première erreur, grave erreur, inacceptable, surtout pas en droit constitutionnel, mais malheureusement, nous l'avons consenti comme tel. C'est comme ça que les gens concluent sur des propos comme quoi nous avons affaire à un procès politique,
Nous avons affaire à un procès des réquisitoires sans fondement juridique. Nous avons affaire à un procès des libellés obscurs. Nous avons affaire à un procès qui laisse à désirer. Et donc, je voudrais qu'à ces niveaux-là, parce que déjà nous avons accepté, nous avons encaissé les irrégularités. Je ne voudrais même pas entrer sur le plan des irrationalités et incohérences dans le dossier, parce que le dossier vient au niveau de l'inspection générale de finances qui a adressé son rapport. Le procureur général, après la Cour constitutionnelle, a instruit le dossier au niveau de la justice, mais déjà au niveau de l'inspection générale de finances, on sent des incongruités autour du dossier. On sent, au niveau des l'IGF. Au niveau de l'IGF, bien entendu. Aussi, on sent des irrationalités dans ce dossier-là. Parce que déjà, même quand on qualifie M. Matata, ça c'est dans le rapport de l'IGF, d'un auteur intellectuel, du détournement de plus ou moins 205 millions de dollars. Alors qu'en droit, l'auteur intellectuel... Mais d'abord, cette question de l'auteur intellectuel, ça sera encore une autre question qui sera débattue avec beaucoup de muscles, parce que vous savez, le droit positif congolais a ses principes sacro-saints que le juge devra respecter, parce que vous savez, parmi les sources formelles de droit auxquelles le juge est obligé à se référer pour faire dire le droit afin que la justice soit rendue, nous avons la doctrine. Il s'agit de la doctrine du droit constitutionnel, tout en respectant le principe directeur de cette discipline scientifique. Il y a la loi, parce que vous savez, je vous ai dit au prologue de mon intervention, nous sommes devant un procès pénal. Et le droit pénal général nous donne le principe de nullum crimen nulla poena sine lege. Il n'y a pas de procédure, il n'y a pas de peine, il n'y a pas de condamnation, tout comme d'infraction en dehors de la loi. Et donc, vous allez vous rendre compte que c'est lui qui a été le premier accusateur, je parle de l'inspection générale de finances, est tenu effectivement en raison du principe de la responsabilité de la preuve incombe à celui qui accuse. Il doit présenter des faits accusatifs attestant pour effectivement se rendre compte si réellement M. Matata a été coupable des faits qui lui sont reprochés par le juge. Ça, c'est au premier niveau. Au deuxième niveau, je reste toujours sur le plan de fond du dossier. Ok. On veut imputer à M. Matata la responsabilité pénale, ce qui même justifie son apparition devant son juge naturel, son juge pénal, alors que dans le contrat qui engage, parce que lorsqu'on est dans un procès pénal, on ne joue pas sur la question des responsabilités pénales. Le contrat qui a existé entre l'État congolais, qui du reste a été signé par les 4 ministères de notre pays qui ont engagé l'État congolais face à l'entreprise, à la société sud-africaine Africom. Je parle du ministère de l'Industrie, le ministère de l'Agriculture, le ministère de Finances et le ministère de Portefeuille. Ces gens-là, les représentants valables de l'État, ils ont engagé l'État à travers un contrat des types synalagmatiques, c'est-à-dire un contrat de réciprocité des obligations entre la société Africom et l'État congolais. Et dans ce contrat-là, il a été stipulé que les gestionnaires techniques et financiers du contrat, du projet parc agro-industriel de Bukangalonzo, c'est bel et bien la société Africom. C'est comme ça que lorsque je reviendrai dans le détail par rapport à la première partie de l'audience, vous allez vous rendre compte que je vais même dire le commentaire fait par le ministère public lorsqu'il disait, c'est comme ça que moi j'ai qualifié les réquisitoires du ministère public comme un réquisitoire dépourvu d'un fondement juridique, parce que le ministère public fait des spéculations sur base de rien. Oui, il est tout à fait normal que l'argent quitte la banque centrale, à mon avis, vers l'Afrique du Sud. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une société sud-africaine qui abrite ses comptes, bel et bien, dans n'importe quelle banque, surtout naturellement dans des banques sud-africaines. Et donc, cela ne peut pas justifier ça ne pose aucun problème. L'intention de pouvoir détourner l'argent à ce niveau-là. Okay. Alors oui, moi ma question c'est celle de savoir, c'est également des juristes qui se posent ces questions-là, puisque vous avez dit que le juge pénal, la Cour constitutionnelle et le juge pénal seul du président de la République. En fonction. Et du Premier ministre en fonction, c'est cela. Oui, effectivement. Matata Ponyo n'est pas en fonction, mais vos amis évoquent un principe de cristallisation de faits. Qu'est-ce que cela veut dire?
Non, mais on ne pour peut pas... justifier la présence de Matata là-bas. Non, mais on ne peut pas à ce stade parler du principe des cristallisations de faits. Pourquoi? Parce que le principe des cristallisations de faits infractionnels, bien entendu, s'atteste du moment où l'infraction a été commise. Alors qu'ici, nous sommes face à une infraction qui doit être définie dans le temps et dans l'espace, et surtout par rapport à la personne qui a commis cette infraction-là. Et donc, lorsque la Constitution déjà, parce que la Constitution a posé des grands principes, et déjà, vous savez, en droit administratif, on parle de compétences en est d'attribution. On ne peut pas s'octroyer le privilège de juger quelqu'un sur base de rien. Je vous ai parlé du principe de base, les nullum crimen nulla poena sine lege. Vous ne pouvez pas, en tant que juge, condamner quelqu'un en dehors de la loi. Vous ne pouvez pas utiliser un moyen des procédures, surtout que nous avons tout un droit positif congolais qui détermine les procédures en ce qui concerne les procédures civiles, autant pour les procédures pénales. Et donc, il faudrait que le juge reste dans les impératifs de la loi. Et la Constitution, qui est la loi mère, parle de Premier ministre comme justiciable devant la Cour constitutionnelle, mais il s'agit d'un Premier ministre en fonction. Donc, pourquoi? le principe de la cristallisation des peines... Non, mais ça n'a aucun sens. Pourquoi? Parce que le législateur, parce que le constituant vise, vous savez, quand on veut interpréter la Constitution, il est vrai, on parle de l'interprétation authentique et non authentique, parce qu'il y a deux hommes et femmes de droit qui quand même arrivent à interpréter les dispositions de la Constitution, mais attention, lorsqu'on veut faire de l'interprétation de dispositions de la Constitution, il ne faudrait pas s'arrêter à ce qu'on appelle de l'interprétation littérale. Comprendre la Constitution parce qu'elle a été écrite en français. Non, la Constitution a un esprit, a une âme. Et c'est quoi l'âme du constituant dans cette disposition-là? Oui. Parce que le constituant voudrait protéger le patrimoine étatique face aux abus qui peuvent être commis par le Premier ministre en exercice. Okay. Et par conséquent, le constituant protège l'État. Et de l'autre côté aussi, le constituant protège les parlements, qui est une institution dans laquelle est ressorti le Premier ministre. Surtout, on parle du Premier ministre qui doit être issu de la majorité au Parlement. Exact. Tout ça là, ça explique effectivement les régimes semi-parlementaires confectionnés par le desiderata du constituant de notre loi fondamentale de 2006. Et donc, ici, ce que visent les constituants, c'est d'arrêter la monarchie qui peut être diligentée par le Premier ministre en exercice. Parce que la conséquence, lorsque le Premier ministre en exercice est condamné par son juge naturel, la conséquence logique, c'est la déchéance de ses fonctions. C'est ce que visent les constituants. Ici, c'est ça l'esprit. C'est ça même l'esprit. Or, ici, on a affaire à celui qui n'exerce pas des fonctions. Ces fonctions-là de Premier ministre. Alors, admettons qu'il a été condamné. Quelle serait la conséquence en termes de déchéance des fonctions? Et donc, on se rend compte qu'il y a manque de logique, il y a manque d'orthodoxie intellectuelle, surtout pas d'orthodoxie juridique sur cette question-là. C'est comme ça que nous disons, il est vrai que M. Matata peut être jugé, parce qu'il n'est pas exempté, parce qu'on dit quand même que nul n'est censé ignorer la loi, personne n'est au-dessus de la loi. Tout le monde peut être jugé, mais à condition qu'il soit jugé selon le prescrit et les règles de droit positif congolais. Voilà, alors on va suivre d'abord la première vidéo, vous allez commenter après. La manière de mener les débats par Dieudonné Kalouba. Oui. Merci, Monsieur le Président. Nous avons pensé que la question de la remise a toujours été discutée entre... Devant les juridictions inférieures, pas ici. Nous aurons voulu que ça soit... C'est pour ça justement que les avocats d'un certain niveau savent que devant les hautes juridictions, la procédure est menée par la Cour, pas par les partis. Donc il ne faut pas nous engager dans des débats stériles. Dans 2 semaines. Voilà, les avocats d'un certain niveau. C'est un peu dur, M. Manix. Effectivement, vous savez, on se rend compte que nous avons affaire à un procès très dur, un procès
historique. En plus, parce que pour la première fois, un ancien Premier ministre est déféré devant le juge de la Cour constitutionnelle. Ce qui reste un défi pour le juge de mieux consolider, je vais dire même, la patrimoine de la justice constitutionnelle qui constitue le socle de notre démocratie. Parce qu'il s'agit de la Cour constitutionnelle. Mais malheureusement, on a senti un comportement désobligeant de la part du juge président, M. Dieudonné Kalouba, professeur de droit constitutionnel, qui a tenu de propos non élégants à l'égard de certains avocats, des parties. Vous savez, lorsqu'on est dans un procès, les juges est tenu d'obtempérer un certain nombre d'attitudes. Et surtout lorsqu'on est dans une audience déjà ouverte, les juges demeurent passifs du moment où l'on commence par l'identification des prévenus, de personnes incriminées, jusqu'au moment de la remise de pièces des plaidoiries. Pendant ce temps-là, le juge demeure passif. Mais le juge deviendra actif quand il s'agit du moment de rendre sa décision. Or, on a senti M. Dieudonné Kalouba être actif, je comprends. Il a encore, dès le départ. Il a encore le statut, je comprends la raison pour laquelle il reste indélébilement attaché à sa casquette d'un avocat. Mais malheureusement, il ne doit pas confondre le fait d'être juge à le fait d'être un avocat. Mais il a encore le statut d'un professeur des universités. Ce qui ne fait pas de lui quelqu'un qui va confondre. Il a oublié sa casquette de juge. Effectivement, il a oublié sa casquette de juge. Parce que le propos qu'il a tenu à l'égard de l'avocat de M. Matata, l'avocat Laurent Onyemba, en disant que les avocats d'un certain niveau savent que lorsqu'on est devant la cour, la haute cour, alors que cet avocat-là est déjà devant la haute cour, et donc lui tenir ce genre de propos est un grand manque de respect à l'égard des avocats qui, du reste, demeurent actifs dans un procès qui vient à peine de commencer. C'est comme ça que nous disons, nous faisons un appel de responsabilité, parce que ce procès Matata, il n'y a pas que le camp de Matata. Moi qui vous parle, je ne fais pas partie du camp Matata, je ne suis pas dans une même famille politique que M. Matata, je n'ai rien à voir avec M. Matata. J'ai réfléchi en tant que scientifique libre d'esprit et je donne mes points de vue par rapport à notre justice qui constitue le socle et l'avenir de notre pays. Vous vous souviendrez que le chef de l'État s'est donné une assignation de bâtir au cœur de l'Afrique un État de droit. Et donc, nous devons bâtir cet État de droit sur base des valeurs juridiques et des valeurs démocratiques, tout en respectant le droit de chaque parti. Est-ce que son activisme ne se justifie pas par le fait de dire qu'au niveau de la haute cour ou au niveau de la cour constitutionnelle, la procédure est menée par elle et non pas par le parti? Non, mais il peut le dire, on ne refuse pas. Mais voilà, le juge peut le dire, mais avec quelle manière? Lorsque le juge remet en cause la qualité d'un avocat qui est déjà en plein procès, ça, c'est un outrage à la qualité. Est-ce qu'il remet en cause ou bien il recadre? L'éthique de cette profession n'exige pas qu'on tienne des propos de ce type. Tout à fait, parce que même le juge de la Cour constitutionnelle, même si on les appelle juges par lapsus, parce que lorsque nous entrons dans l'objectivité sur la qualité de juge, ne peut qu'être juge que celui qui porte un diplôme de droit, 2, la qualité d'un magistrat, pour qu'il soit juge. Mais on alors, les au niveau de la juges, Cour constitutionnelle, c'est pas tout. Ce sont des membres de la Cour constitutionnelle. C'est comme ça que nous disons que notre Cour devrait avoir la dénomination du Conseil constitutionnel et non Cour constitutionnelle. Parce que dans la Cour, on voit des juges qui portent d'abord et essentiellement la qualité des magistrats, ce qui n'est pas le cas. Cela ne fait pas l'objet de notre débat d'aujourd'hui, sinon ça nous prendra beaucoup de temps. Mais en ce qui concerne l'attitude de ce juge-là, il doit faire preuve de l'éthique, du bon sens et surtout de sa passivité avant le jugement. Je l'ai dit, pendant le moment de l'identification des prévenus, pendant le moment de la présentation des avocats de chaque partie, jusqu'au moment de la remise des pièces des plaidoiries, le juge demeure passif. Alors que nous avons senti un juge-président bavard, un juge-président désobligeant à l'égard des avocats, un juge-président non élégant avec des propos très tendus. Un juge-président bavard, c'est ce que vous dites? Non, mais le juge a beaucoup parlé, comme un avocat. Et surtout, il ne faudrait pas perdre de vue que ces juges
a un parcours historique connu de tous. Il a été un avocat d'un parti politique. Il a été un avocat d'un candidat président de la République. Il a été un avocat qui a des relations très serrées avec une tendance politique connue. Ne serait-ce que cette étiquette-là peut lui coller et faire de lui un juge qui fera l'objet de beaucoup d'encre et de beaucoup de salive. C'est comme ça qu'il est tenu devant l'obligation d'impartialité, d'indépendance et de neutralité en tant que juge qui veut promouvoir les valeurs de la justice constitutionnelle. Mais alors certains analystes, dès l'entame déjà de ce procès, ont vu un décor déjà planté. Un décor déjà planté d'un procès que eux qualifient d'un procès politique. Ils disent, mais comment vouliez-vous qu'il se comporte autrement puisque déjà les irrégularités ont attaché la phase préjuridictionnelle? Tout à fait. Moi, je reste d'avis à ceux qui disent que c'est un procès politique. Il vous souviendrait même dans le procès Vital Caméré, lorsqu'on a suivi le réquisitoire du ministère public, on s'est rendu compte que le ministère public était dans le manque d'éléments. Et c'est ce que j'ai suivi même dans la première partie de l'audience pour le procès Matata, lorsque le ministère public faisait la présentation de faits. On a remarqué sensiblement l'absence des éléments accusatifs. On a remarqué une sorte d'imprécision dans la façon de présenter le fait par le ministère public. Parce que vous savez, vous ne pouvez pas, je vous ai évoqué le principe de la responsabilité de la preuve incombe à celui qui accuse. Il ne suffit pas de dire que M. Matata a détourné 205 millions de dollars. C'est comme ça que le ministère public a aussi l'obligation d'éprouver comment M. Matata a détourné des 105 millions de dollars. Ça aussi, ça relève effectivement de la responsabilité du ministère public. Au lieu de nous donner des propos génériques, comme on a entendu dans la première partie du procès, des propos très génériques, dépourvus d'objectivité, dépourvus de rationalité, parce qu'on veut entendre du ministère public des éléments avec ample détail pour faire comprendre à l'opinion publique qu'il s'agit effectivement du détournement. Parce que le ministère public a évoqué simplement de principes. Le principe des passations de marché public, le principe connu, le principe des gré à gré, le principe de l'autorisation préalable par la Direction générale de passation de marché public. Ça, ce sont des principes que nous connaissons déjà. Vous accusez M. Matata, vous devez prouver comment M. Matata a détourné l'argent de Boukangalonzo. On prend les réquisitoires du ministère public et puis on revient. En matière de marché public, on doit toujours recourir à un appel d'offres. Nous aurons l'occasion de vous donner également le détail de cette loi, mais elle a été conçue pour vraiment arriver à bien choisir l'entreprise que l'État veut utiliser pour réaliser un projet. Monsieur Matata, Premier ministre, a bafoué la loi et a préféré, dans une affaire aussi importante où l'État devait engloutir des centaines de millions de dollars, il a recouru à la procédure de gré à gré. Voilà, c'est ce que vous étiez en train de dire. Tout à fait. Là, que les réquisitoires du ministère public, c'est juste, ils ont juste allégué. Alors, comment vous aviez jugé cela? Et puis ils ont dit, il a bafoué la loi par rapport à la passation de marché qui, au lieu d'être de marché, alors lui, il a parlé de marché des gré à gré. Gré à gré. Alors j'aimerais compléter la question de Kilolo. Alors quand on suit le ministère public, et également les analystes politiques, le débat sur les réseaux sociaux, on donne l'impression que le gré à gré est illégal. Est-ce que le gré à gré, la procédure du gré à gré est reconnue par les lois congolaises? Effectivement, vous devez savoir d'abord que le ministère public a présenté une posture de quelqu'un qui continue l'enquête pendant l'instruction. Ah bon? Ça, c'est l'impression qu'il a donnée et je pense que c'est quand même très déplorable
Parce que lorsque vous faites la relation de fait, lorsque vous venez accuser quelqu'un, parce que cette partie-là, il s'agissait pour le ministère public, sa responsabilité, de pouvoir démontrer devant le juge le fait qui accuse M. Matata comme ayant été l'auteur du détournement du projet parc agro-industriel des Bukangalonjo. Et non de nous brandir les spectacles de principe sur la passation de marché public. Parce que je vous ai parlé du principe de la responsabilité de la preuve incombe. Je le répète encore, incombe à celui qui accuse. Et donc, il faudrait que le ministère public ne puisse pas confondre le moment de l'instruction qui a déjà pris son début, à ne pas confondre avec la phase d'enquête. Okay. Parce que l'enquête a pris fin du moment où l'instruction a été lancée. Mais là, je me rends compte que le ministère public est en train de rechercher encore des infractions pendant l'instruction. Pourquoi? Il est vrai, par rapport à votre question, que le gré à gré, autant pour l'appel d'offres, toutes les deux possibilités sont prévues par rapport à la loi. Prévu. Mais seulement, il y a deux conditions. Okay. Je crois que le ministère public reviendra autant pour la confrontation des avocats de M. Matata lors du procès, surtout dans la phase de plaidoirie. Il est vrai, pour que vous puissiez procéder au gré à gré, il faudrait que les circonstances pour lesquelles vous avez opté pour le gré à gré soient bien justifiées. Parce que le principe normal de la gestion de la chose publique de l'État, c'est le principe de l'appel d'offres. Lorsque vous voulez engager, surtout en ce qui concerne l'exécution d'un projet, vous voulez faire intervenir les parties tierces, le cas pour la société sud-africaine, il y a des modalités de recrutement de ces gens qui vont venir pour intervenir dans l'exécution du projet. Et la méthodologie ici, c'est l'appel d'offres. Qui dit appel d'offres, vous devez remplir un certain nombre de conditionnalités. Et voire même au niveau de l'exécution du projet, il faut respecter même la chaîne de dépenses. Le ministère de Budget, le ministère de Finances, jusqu'au niveau de la Banque centrale qui décaisse le fonds pour exécuter le dit projet. Ça, c'est la première phase. La deuxième phase, c'est une phase exceptionnelle d'ailleurs, c'est le gré à gré. Et il faudrait que le gré à gré soit justifié parce que le gré à gré n'est pas subi par la logique de la chaîne des dépenses. C'est comme ça que dans ce projet, je crois que le ministère public l'a même évoqué, la non-participation du ministère de Budget dans l'exécution même de ce projet. On a eu affaire au ministère de Finances qui a ordonné à la Banque centrale et la banque a décaissé de l'argent. Ce qui justifie cette circonstance particulière poussant les exécutants de ce projet à opter pour la méthode de gré à gré. Mais attention, même lorsque vous optez pour le gré à gré, il y a une condition majeure. Il faut commencer préalablement par demander l'autorisation par la Direction générale de passation de marché public. C'est celui qui donne le cutus avant de pouvoir opter pour le gré à gré. Et donc, je pense que les avocats de M. Matata, autant pour les avocats de M. Kitebi, vont devoir effectivement faire le contre-argument par rapport aux allégations faites par les ministères de justice, le ministère public. Et nous aurons à voir effectivement la véracité dans ce dossier pour voir à quelle mesure on peut endosser la responsabilité pénale sur M. Matata ou encore M. Kitebi. Et donc, dans cette phase, on attend, mais malheureusement, le ministère public est resté sur de propos génériques sans puiser. Alors, au regard de votre argumentaire, dire que M. Matata n'a pas respecté la loi en optant pour le gré à gré, c'est faux. C'est faux. C'est faux parce que le gré à gré est légal. Je viens de le démontrer. Nous avons deux possibilités pour la passation de marché public. Oui. L'appel d'offres et le gré à gré. Si M. Matata a opté pour le gré à gré, il ne faut pas dire que M. Matata a bafoué la loi. Ça justifie ce que j'ai dit au début, des simples spéculations. Il s'agit d'un réquisitoire dépourvu d'un fondement. Il aurait peut-être posé la question de savoir qu'est-ce qui a justifié M. Matata de recourir au gré à gré. Justement, ça c'est une question fondamentale. C'est comme ça que je vous ai dit, les avocats de M. Matata vont devoir faire le contre-argument pour justifier les circonstances pour lesquelles M. Matata ou encore les exécutants du projet ont opté pour le gré à gré et non l'appel d'offres. Voilà, merci beaucoup. Alors on va continuer, je vais continuer à une dernière question. Est-ce que du côté des avocats de M. Krobler, on a parlé de l'absence d'un interprète
Et il y a un terme dont on parle, un interprète assermenté, des histoires comme ça. Qu'est-ce que ça signifie? Une cour peut avoir ses propres interprètes. Comment ça se passe? Bon, éclairez la lanterne. La Cour constitutionnelle, déjà que le juge a fait mention de la haute cour, c'est qui justifie la qualité sur le plan de l'administration de la Cour. L'organisation. L'organisation. La Cour doit avoir justement des interprètes pour relayer certains prévenus ou certaines parties qui n'ont pas disposé d'un interprète pour faire marcher la justice à ce niveau-là. Mais malheureusement, on a remarqué que la Cour n'avait pas d'interprète. Mais seulement, il faudrait aussi revenir un tout petit peu sur le comportement des parties. Parce que dans cette première partie du procès, je pense que les responsabilités sont partagées. Je vous ai parlé de la responsabilité du juge. Comment est-ce que le juge doit se comporter, surtout pour un procès à portée historique comme celui-là, le procès Matata. Je vous ai parlé du comportement du ministère public qui s'est évertué à un spectacle de générique, de propos dépourvus d'un contenu juridique. Mais de l'autre côté de partie, il faudrait aussi que les avocats fassent preuve d'un certain nombre de comportements exemplaires. D'abord, en ce qui concerne la ponctualité, je crois que le juge est revenu sur le respect de l'heure. L'audience a été prévue pour 10 heures. Le juge était à 10 heures pile, alors que certains avocats n'étaient même pas dans la salle. Même si nous déplorons le fait que la salle a été tellement petite, incapable d'abriter les gens qui accompagnent les parties, d'abriter les avocats, parce que c'est quand même une audience publique, il faudrait une salle qui peut abriter tout le monde afin de permettre que le Congolais soit au courant de tout ce qui se passe dans ce procès. Mais aussi, je voudrais relever un autre élément par rapport aux avocats de M. Matata. Lorsque le propos désobligeant ont été lancés à l'égard de l'avocat de M. Matata, je pense... Les propos désobligeants? Les propos désobligeants du juge président, lorsque le juge rappelait que les avocats d'un certain niveau. Les avocats d'un certain niveau savent que lorsqu'on est devant la haute cour, j'ai senti au fait une sorte de peur grise de la part de cet avocat, et je voudrais demander aux avocats de faire preuve de leur capacité, parce qu'ici, il ne s'agit pas de M. Matata, il ne s'agit pas de M. Dieudonné Kalouba, il s'agit de la République qui doit gagner. Et donc, point de besoin de faire preuve de complexe d'infériorité, parce qu'on a des liaisons sur le plan scientifique avec celui qui préside l'audience. Je voudrais interpeller et demander à tous les avocats, autant pour les avocats de M. Matata, autant pour les avocats de M. Kitebi, pareil pour les avocats de M. Grobler, de pouvoir faire preuve d'une certaine capacité avérée, parce que toute la nation congolaise a besoin de voir clair pour ces procès qui déjà commencent très mal, voilà, à mon avis. Bon, par rapport à ça, parce que Floride a parlé de Kobler, une question m'est venue. Je vais faire un parallélisme. En France, le ministère public a requis 8 ans pour Kofi Olomide et a permis à ce Kofi Olomide pour quitter le sol français et revenir à la République démocratique du Congo. Mais ici, le ministère public n'a rien requis jusque-là par rapport à Kobler, par rapport à d'autres prévenus. Mais M. Kobler a voulu voyager, aller en Afrique du Sud, parce qu'il est venu ici au Congo sur sa propre initiative. Et curieusement, il a été arrêté. Comment jugez-vous cette posture un peu, je ne sais pas, de la Cour ou de nos autorités? Bon, moi je pense que la rigueur de la justice à un certain niveau ne se justifie pas. Ce n'est pas un excès, ça. Parce que, vous savez, lorsqu'on veut imputer une responsabilité pénale à quelqu'un, il faut réunir tous les éléments nécessaires. Les éléments légaux, les éléments intentionnels, les éléments moraux, qui attestent effectivement la responsabilité de la personne incriminée. En commençant par M. Matata, excusez-moi. M. Matata, lorsqu'il a été à l'étranger, c'est à ce moment-là que le dossier lui a été transmis, l'appel de la justice. Par sa bonne volonté, c'est ce qui justifie effectivement l'intention positive de la personne incriminée. Il est revenu au pays pour répondre à l'appel de la justice. Et donc, la justice, face à une telle personne, doit avoir un comportement, je dirais, un comportement équilibré. Autant pour M. Grobler, c'est un chef d'entreprise. Il est venu de son gré, par sa propre volonté. Je pense, ne serait-ce que sur ce point-là, la justice devrait quand même être tolérante et équilibrée pour ne pas
exprimer une sorte d'acharnement, une Et sorte cela de... montre qu'il y a déjà quelque chose. Effectivement, c'est comme ça que les gens qualifient ce procès d'un procès tout à fait politique. Ce qui est quand même décevant. On ne va pas bâtir un grand Congo comme la RDC sur base des procès équivoques, sur base des procès politiques, sur base de comptes à rendre, parce que j'ai l'impression que c'est le principe de celui qui n'est pas avec nous et contre nous qui s'applique dans ce procès. Nous voulons la justice et une justice équitable. Et cela est une obligation et pour le juge et pour le parti, autant pour les personnes incriminées. Alors, vous avez parlé d'audience publique. Ça veut dire quoi lorsque l'on qualifie d'un procès à caractère d'audience publique, une audience publique? Ça veut dire quoi autrement? Ça veut dire que tout le monde, toute personne peut y assister. Effectivement, quand on parle de l'audience publique, il s'agit de l'assistance publique. Tout le monde peut y accéder, en commençant par le membre de famille qui accompagne les prévenus dans le procès. C'est quand même question de la famille. Ils doivent être là. Il n'y a pas de restrictions. Non, mais il n'y a pas de restriction. Il n'y a pas à disqualifier certaines catégories des personnes. C'est une audience publique. C'est comme ça que nous sollicitons, peut-être pour la deuxième audience, que la salle qui va abriter le procès soit quand même une salle avec une certaine capacité d'accueil pouvant aider que beaucoup de gens puissent accéder quand même à la salle d'audience. Parce que cette petite salle-là n'a pas permis, même aux avocats d'y accéder, n'a pas permis aux hommes et femmes de médias d'y accéder. On n'a même pas... on a limité le nombre d'accès des avocats. Si vous en avez par exemple... Moi-même j'étais là, mais je n'ai pas pu accéder dans la salle. Parce qu'on me dira que si vous êtes au nombre de 7, tout comme 10, il n'y a que 5 avocats qui doivent être dans la salle. Donc ça, c'est anormal. C'est anormal. Nous sommes dans un contexte où les choses doivent bien se faire pour que la justice soit au rendez-vous, parce qu'il faut vraiment éviter un procès équivoque. Il faut vraiment éviter des cacophonies autour de ce dossier, parce qu'il y a quand même un bon nombre de Congolais qui nous regardent et on veut une justice bien faite. Alors, à la porte, déjà, on dit que l'accès est autorisé à une catégorie de médias, la chaîne publique. On a vu certains médias locaux, internationaux également se voir refuser l'accès, notamment RFI. Ce qui est malheureux, ce qui est déplorable, parce qu'on parle de l'audience publique. Oui, l'audience publique veut dire le média a le droit d'y accéder. Le public a le droit d'y accéder. Les chercheurs, les hommes, parce qu'il y a quand même des gens qui se réfèrent effectivement par ce procès pour demain, qu'on parle de la jurisprudence. Il s'agit d'un procès référentiel. Je vous ai parlé d'un procès historique qui reste dans les annales de la réalité constitutionnelle de notre pays. Et pour ce procès-là, il faut le faire avec bon sens et équité. Au contraire, on parlerait et on continuerait à parler toujours et toujours d'un procès politique. Voilà, merci beaucoup. Merci Floride Zantoto. Merci. Merci surtout à vous, Manix Ienda, surtout la promptitude avec laquelle vous avez répondu pour répondre à nos différentes préoccupations. Ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sous Télé 50. À très bientôt.